Voilà. Et donc, bienvenue à vous toutes et tous. Mhm. Mm. Euh, Bienvenue pour ce satsang. Et il y a Florence qui nous rejoint. Comme quoi, il fallait commencer, parce qu'en commençant, les gens arrivent. C'est toujours comme ça. Donc, voilà, bienvenue pour ce satsang. Et je suis à votre écoute pour ce moment de partage, bien sûr, en fonction des questions que vous pouvez avoir, éventuellement, de ce que vous avez vécu, ressenti, etc. Coucou Florence. Bonjour, ça va. Bonjour. Excusez-moi. Mais c'est rien du tout, on vient de commencer, parce qu'on attendait Carole, et puis en fait on s'est dit que peut-être qu'elle viendrait pas parce qu'elle est en stage, donc du coup on a commencé. Voilà. Alors, ben, ce que je disais, c'est que voilà, on a cet espace ouvert pour nous, et puis en fonction de ce que vous avez vécu, senti, éprouvé, n'importe, réfléchi, sur la base de la dernière fois ou toute autre chose, bien voilà, on peut échanger. Et il y a Benoît aussi. Il y a deux Benoît en fait. Il y a un Benoît version féminine et il y a un Benoît version masculine. Il y a deux Benoît. Bonjour, bonjour. Alors, ok. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, j'ai pas une question, mais parce que je t'avais posé juste après la méditation, Jean-Marc. Oui. Euh, Moi, j'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit, qu'on n'a pas plus d'espace à disposition, mais enfin, on peut pas faire plus d'espace, mais que on peut se réajuster à l'espace qu'on a à disposition. Et Mhm, puis ma question avait été, est-ce qu'on peut faire la même chose avec le temps? mhm. Euh, et puis en gros, ça m'avait plu ta réponse parce que tu m'avais dit que oui. Oui, c'est le même rapport, le temps, le temps et Ouais. l'espace, ouais. Par rapport à ça, c'est le même rapport. C'est le même rapport parce que la dernière fois, on- il y avait quelque chose de ça. Le point de départ, c'était ce que Florence a amené lors de la séance. Tu t'en souviens, Florence, bien sûr. Bien sûr, Il y avait bien eu sûr. dans l'après-midi ces funérailles pour ce jeune homme qui s'était suicidé. Donc voilà, c'était quelque chose de frappant, de marquant. On a tous peut-être plus ou moins eu. Moi, j'ai été étonné du nombre de décès autour de moi, de situations un peu saisissante. Dramatique, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose où ça fait complètement partie de la vie, mais saisissante, j'aurais envie de dire. Elles peuvent être dramatiques, bien sûr, en fonction de là où on se trouve par rapport à ces situations. Et puis, il se pose toujours la question, ben, finalement, comment est-ce qu'on fait avec toutes ces situations-là? Est-ce qu'on a une forme de maîtrise sur ces situations? D'autant plus que on est les premiers à ce moment-là à réagir un peu avec effroi ou avec le sentiment à la rigueur de, comment dire, d'impuissance ou être débordé par la situation. Et puis, donc à partir de là, c'était l'idée, ben, essayons de faire le contraire de ce qu'on a envie de faire en général. Qu'est-ce qu'on a envie de faire en général? On a plutôt envie ben voilà, de modifier cet environnement-là, le rendre plus, Alors, oui, hein, le rendre plus compréhensible, le rendre plus acceptable peut-être. Eh bien, de faire l'inverse et puis de faire que ce soit nous qui nous accordons à cet environnement. Euh, alors, avec les 1000 questions qui peuvent se poser, dont la première qui est évidemment, est-ce que je dois tout accepter de l'environnement? Parce que ça, c'est une grosse question. Ça peut mener à une forme de fatalisme, hein, à la rigueur. Et est-ce qu'il est question de ça, justement? Est-ce qu'il est question de développer une sorte de fatalité qui nous fasse tout accepter en disant, bah voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, il faut que je m'accorde à la situation. Alors, je ne sais pas si on doit le voir comme, ou disons, l'enfermer dans deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté qui serait la lutte à tout prix contre le monde, finalement, ou de l'autre côté, le fatalisme absolu à l'égard du monde. Parce qu'en fait, en général, on raisonne d'une manière assez binaire. Alors peut-être d'autant plus dans notre civilisation, mais c'est pas que nous, hein. C'est aussi l'humain qui est comme ça, on fonctionne assez comme ça. Et puis on sent qu'on doit se situer entre ces deux extrêmes.
Ce que j'essayais de partager avec vous, mais que j'explore aussi, hein, c'est pas, je suis pas mieux loti que vous, hein, finalement. C'est comment est-ce qu'on s'ajuste avec le monde? Et s'ajuster avec le monde, c'est peut-être d'abord à se demander ce qu'on peut en découvrir. C'est-à-dire que les deux positions extrêmes avant, elles considèrent pas qu'il y ait quelque chose à apprendre. Alors c'est un peu caricatural aussi ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même l'idée de je maîtrise ou alors j'accepte, point. Et puis finalement, bon, il n'y a pas trop de mystère, hein, dans ce cas-là. Il n'y a pas trop le mystère du monde. Qu'est-ce que le monde me dit? Et dès lors qu'on se pose la question de qu'est-ce que le monde me dit, dans l'angle ou sous l'angle de la proposition, finalement, en se disant, tiens, finalement, cet événement, il amène quoi? Alors, dès qu'on se pose cette question-là, ça ouvre une porte très intéressante, qui est on pourrait dire, ça ouvre la porte à l'intériorité, automatiquement, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que on travaille plus dans l'écho du monde en nous que dans la volonté d'intervenir, soit sur le monde, soit dire, bon, bah, c'est comme ça, il n'y a rien à faire de toute façon. À ouvrir la porte de l'intériorité dans le sens où ça devient mystérieux. C'est-à-dire que un événement, bah, par exemple celui de la dernière fois pour Florence l'après-midi, cette porte de l'intériorité, ça veut dire comment finalement ça résonne, comment ça résonne dans moi, comment ça vient, à- pourquoi je suis touché finalement, pour le dire de manière simple. C'est-à-dire pourquoi je suis touché dans le sens, quelles sont les certitudes qui sont ébranlées, quelles sont les fragilités qui sont révélées, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'évoquais l'idée d'un accord avec le monde. C'est pas une fatalité. C'est plutôt se demander comment. C'est-à-dire, alors, dans le se demander comment, c'est pas forcément une gamberge non plus. Mais se demander comment, c'est comment je m'accorde. Comment ce mouvement du monde qui est assez mystérieux. Mystérieux parce que les phénomènes surgissent, on ne sait pas très bien pourquoi à ce moment-là. Euh, pourquoi, dans le cas qui nous occupait, pourquoi telle personne plutôt que telle autre, etc. C'est difficile de cerner la chaîne des causalités qui expliquerait tout. Mais par contre, le fait de rester dans cette forme de souplesse, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je parle d'intériorité, c'est-à-dire rester sensible à ce qui est en train de se produire en moi, c'est-à-dire ce trouble peut-être, cet effarement, etc. Il y a là, il y a quelque chose dans ces sensations et qui vont me permettre de m'ajuster, qui vont me permettre de laisser de la place à ce qui est en train d'arriver. Et de faire que moi, à partir de là, je vais pouvoir aussi me laisser être changé par cette réalité du monde qui est en train d'arriver. Donc je suis plus en train de vouloir changer le monde ou en train de me dire, bon, bah, de toute façon, j'y peux rien, parce que le j'y peux rien, c'est aussi d'une certaine manière, euh, dans le j'y peux rien, c'est comme une forme de désengagement aussi. C'est aussi un peu euh, se dire, ça me concerne pas. C'est de toute façon trop pour toi, donc laisse tomber, d'une certaine manière. Alors que dans l'attitude suggérée ici, à travers l'exploration qu'on a essayé de faire, C'était, c'était plutôt comment je me laisse transformer et comment je m'accorde pour le coup. Comment je m'accorde, comment, ben voilà, finalement, comment ce monde qui bouge est d'une manière assez imprévisible. Comment, qu'est-ce qu'il me demande en fait? Et encore une fois, dans qu'est-ce qu'il me demande, immédiatement il y a cette intériorité qui se développe. Parce que peut-être qu'il me demande à ce moment-là d'accepter de pas comprendre. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une fatalité. Dans ce cas-là, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt un mystère. Moi, je préfère largement la notion de mystère, parce que dans la notion de mystère, il y a la notion d'apprentissage. Je peux être curieux. Le mystère amène la curiosité. Et peut-être que à ce moment-là, ben, il faut contempler. Justement, ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire une possibilité face à quelque chose qui me dépasse. Ben,
rester dans cette... Contempler, ça veut dire aussi rester dans cette résonance. C'est-à-dire l'événement, il a une résonance sur nous. Il nous touche. Et prendre le temps de sentir comment il nous touche, qu'est-ce qui vient bouleverser, qu'est-ce qui vient toucher aussi, etc. En gros, c'est ça. Donc, alors en gros, hein, maintenant par rapport au temps, c'est un peu pareil, parce que le temps, on va réagir à l'égard des événements ou de l'espace, à- comme à peu près je l'ai décrit. Bon, c'est dans les très grandes lignes, on est d'accord. Mais disons, il y a cette possibilité de réaction. Et puis il y a cette possibilité de se mettre en rapport et en accord. Parce que l'idée, c'est d'abord, avant tout, de se mettre en rapport. Après, en accord, des fois, on est en désaccord aussi. Mais c'est d'accepter aussi ce désaccord. Mais on est en rapport. Et on est en rapport, puis encore une fois, on se laisse changer par le monde. Le temps, c'est à peu près pareil, parce que le temps, de toute façon, on n'en a jamais assez. Donc, et puis c'est un fait, ça va pas arriver, quoi. Moi, il va pas y avoir un jour où je vais arriver à la fin de ma liste de mails, hein. C'est impossible. Alors peut-être que vous y arrivez, je sais pas, moi j'y arrive pas. Il y a même des messages que j'ai en retard sur WhatsApp que j'ai pas répondu depuis je sais pas combien de temps. Il y a quelque chose qui fait que la réalité des, des choses, mais les choses, ça se passe dans l'espace, mais les choses, ça se passe dans le temps, évidemment, hein. La notion du temps et de l'espace, c'est jamais séparé. Elle n'est jamais séparée. Parce que, ben voilà, toutes ces choses à faire, c'est en rapport à l'espace, c'est-à-dire c'est des gens, des actes, etc. Mais tout ça ne peut pas exister sans rapport au temps. Donc ça veut dire que de toute manière, ce temps, ben, il participe à peu près, en tout cas dans un certain point de vue, de la même intention, la même volonté de maîtrise. C'est-à-dire, je peux vouloir, si je maîtrise l'espace, ça veut dire que je maîtrise le temps. Ça veut dire que je maîtrise ce qui arrive, ce qui surgit, et je maîtrise donc l'interaction que j'ai avec ce qui surgit. Donc ça veut dire que j'ai une maîtrise totale du temps. Je sais combien de temps l'événement va me prendre. Et je peux décider qu'il commence là et il s'arrête là. Et en fait, ben non, évidemment pas. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, comme accepter dès le départ. Alors de nouveau, c'est pas une fatalité et c'est pas un fatalisme non plus, mais accepter dès le départ que on va pas, on va pas gagner contre le temps. On pourrait presque se dire, pourquoi pas, ça peut être bizarre à entendre, mais on pourrait presque prendre une posture de défaite. Mais c'est une défaite joyeuse, c'est pas une défaite dans le sens où on gagnera pas. C'est un peu de la même manière se dire on va pas gagner contre la vie, c'est-à-dire on peut pas gagner contre l'impermanence, on peut pas gagner contre toutes ces choses qui nous dépassent, c'est très difficile de gagner. On peut vouloir gagner, mais on voit ce que ça donne. Les personnes qui veulent gagner à tout prix, c'est terrifiant, quoi. C'est des gens qui rendent leur vie insupportable et surtout celle des autres insupportable. Les dictateurs sont des gens qui sont assoiffés de maîtrise. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, toutes les personnes autoritaires, c'est à peu près de ce genre-là. Mais les manipulateurs, c'est la même chose aussi. C'est des gens qui vont absolument pas supporter que les autres leur échappent. On peut pas, on doit pas, en aucun cas, on ne doit échapper. Euh, voilà, l'autre ne peut pas nous échapper. Ma proie ne peut pas m'échapper. Donc tout ça sont des volontés de méprise. Des volontés de mépris, pas de mépris, bon, c'est des méprises, mais c'est des volontés de maîtrise. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que une posture intéressante, ce serait d'accepter de perdre. Et accepter de perdre d'une manière joyeuse. Bah parce que si on ramène ça à la pratique méditative, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on peut pas savoir quelle est la pensée qui va arriver. On peut juste être présent à son surgissement. On peut, donc, d'une certaine manière, on peut pas. Il y a toujours ce rêve. Contrôler ce que je pense. Je sais plus, j'ai vu ça l'autre jour dans un film. Il y avait l'idée ah non, dans une interview, je sais pas. Du genre, je contrôle. Mais non, en fait, je contrôle pas. Je peux pas contrôler une émotion. Encore une fois, je peux pas contrôler. C'est pas possible. C'est quelque chose qui me subjugue, qui est trop fort, quoi. Voilà, bon, bref, etc. Donc, de ce point de vue-là, accepter de perdre, c'est tout à coup accepter d'être en résonance aussi.
C'est-à-dire accepter que, ben voilà, une émotion surgisse, que je sois triste, que je sois heureux, n'importe. Mais dans ce cas-là, et c'est là où l'apprentissage importe, et c'est là où c'est un rapport à la pratique méditative, ça veut dire qu'on laisse le temps, les événements, l'espace, tout ça, dans sa propre nature. Et dans sa propre nature, ben, ça veut dire que c'est nous qui nous accordons à lui. Et là, il y a quelque chose à découvrir. C'est quoi la nature de ça? C'est-à-dire, c'est quoi la nature de ce qui s'élève en moi? Par exemple, quand je pense à une pensée, une émotion, etc. Euh, et c'est tout l'enjeu de la découverte. Quand on parle, par exemple, en termes bouddhistes, si je ramène ça dans un contexte un petit peu plus théorique, quand on parle de la vacuité, par exemple, qui est un immense thème, hein, c'est le grand thème de la pensée bouddhiste. Pas que d'ailleurs, hein, chez les taoïstes, on en parle beaucoup aussi, mais peut-être d'une autre manière. Dans l'Advaita Vedanta aussi, on en parle, mais aussi un peu d'une autre manière. Mais et dans la physique quantique, on en parle beaucoup. Je suis en train de lire un livre de Carlo Rovelli. Il parle de Nagarjuna dedans. C'est comme dans Egoland. Peut-être que vous avez entendu parler de ce livre. C'est complètement étonnant. Il découvre Nagarjuna, le grand penseur de la vacuité du premier siècle de notre ère. Et puis il se dit, yes, c'est dingue qu'ils aient pu y penser avant. Alors, pas pour dire que les philosophes bouddhistes avaient compris la théorie des kantas et puis que pour eux, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, alors j'en suis qu'au début, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, la réalité, cette théorie des kantas, on pourrait dire que la théorie de la vacuité, d'une certaine manière, c'est pour s'approcher de quoi? Du mystère de l'univers. C'est pas autre chose. Donc ça veut dire quoi? C'est pas autre chose. C'est pas autre chose dans le sens où tout le monde cherche, d'une certaine façon, quelles sont les lois fondamentales, si on faisait ce parallèle. Alors peut-être ça nous aide à mieux comprendre cette histoire-là. Mais les lois fondamentales, c'est juste savoir comment comprennent les choses, comment fonctionnent les choses. C'est pas autre chose. Et donc si j'arrive à comprendre les lois fondamentales de l'univers, donc le monde devient explicite. Alors, ce qui est intéressant avec toute théorie des quanta, vacuité, selon Carlo Rovelli, quand il parle de la théorie des quanta, euh, il s'empresse de dire que les plus grands spécialistes disent que on n'y comprend à peu près rien. Mais qu'en même temps, que c'est le seul modèle d'explication qui nous permet d'expliquer la réalité du monde dans lequel on est. Et que toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui, les ordinateurs, etc., les modèles de prévision, etc., ne pourraient pas, les ordinateurs quantiques, etc., ne pourraient pas fonctionner, excusez-moi, ne pourraient pas fonctionner sans cette théorie. Et ça, moi, du point de vue bouddhiste, j'y connais rien en science, évidemment. Et du point de vue bouddhiste, je bois du petit lait. Je bois du petit lait parce que je me dis, mais il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est-à-dire que les lois les plus fondamentales, et là j'entends par exemple la vacuité, hein, c'est-à-dire ce que sont les phénomènes, les lois les plus fondamentales régissent la manifestation, c'est-à-dire tout ce au sein de quoi je suis, c'est-à-dire ce qui se manifeste à moi. Peut-être qu'il y a des arbres, le ciel bleu, d'ailleurs, il parle de ça, hein, le ciel bleu, ça explique, la théorie des quanta explique tout ça. Donc, de la même manière, la vacuité, la formule du sutra du cœur, elle est simple, c'est de dire, la vacuité sont les formes, c'est-à-dire tout ce que je perçois, et les formes sont la vacuité. C'est-à-dire, si on se pose la question, c'est quoi la vacuité? Ben, c'est tout ce qu'on perçoit. Et la formule après, c'est de dire, il n'y a pas d'autre vacuité que les formes, il n'y a pas d'autre forme que la vacuité. C'est-à-dire, c'est pour dire, on retrouvera pas l'essence ultime des phénomènes hors des phénomènes eux-mêmes. Les phénomènes eux-mêmes sont l'expression de la réalité ultime. Et si on fait le parallèle, ben, c'est exactement la même chose avec la théorie des quantas, c'est-à-dire la réalité que je perçois est l'expression de cette loi fondamentale, même si elle m'échappe. Alors qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où j'ai souligné les termes du mystère? Ben, ça veut dire que si je sais, moi, que je suis face à quelque chose de mystérieux, on comprend très très bien que dans ce cas-là, je me place immédiatement dans la posture de l'explorateur ou de l'exploratrice de ça. De la même manière que le physicien quantique
il va, à partir de la compréhension qu'il a de la théorie des quanta, essayer de comprendre forcément la manifestation de la réalité en rapport avec cette théorie. Il va, il- Même s'il n'y arrive pas. Mais en fait, il va sans arrêt réévaluer sa manière d'être à l'égard du monde en rapport avec cette nature, ou cette théorie qu'il comprend. Pour le bouddhiste, d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je bute contre un événement en pensant qu'il devrait être ceci plutôt que cela, ça me ramène à la nature fondamentale de l'événement. Est-ce que cette nature fondamentale de l'événement, est-ce que je m'y accorde ou est-ce que je ne m'y accorde pas? C'est-à-dire, est-ce que euh, j'espère, pour le dire de manière très simple, est-ce que j'espère qu'il soit permanent? Et dans ce cas-là, si, admettons, je conçois qu'il devrait être permanent, il va en découler toute une stratégie d'action à l'égard de l'événement qui suppose la permanence et qui suppose toutes les attentes que je développe par rapport à la permanence. Alors c'est un exemple simple. Mais si j'accepte d'abord que le phénomène de toute façon m'échappe parce que il est impermanent. Alors attention, dans le toute façon m'échappe, encore une fois, c'est pas une fatalité, mais c'est-à-dire que je me dois de découvrir ce qu'il me dit. C'est dans ce sens que je veux dire. C'est pas il m'échappe, j'y peux rien, c'est pas le fatalisme. Mais il m'échappe dans le sens je sais pas encore ce que c'est. De la même manière que le physicien, il dit mais je vois le ciel bleu, la théorie m'explique, mais j'arrive, c'est compliqué de pouvoir me dire que c'est ça la réalité. Il y a un passage tout à fait intéressant, Carlo Rovelli parle d'un colloque et puis d'une discussion passionnante avec quelqu'un qui semble, j'ai oublié son nom, mais une sommité dans le domaine. Il passe la nuit à discuter, et le lendemain matin, il y a une phrase complètement dingue où il dit, je vois tout ça, ça me semble tellement réel. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment tout ça? Est-ce que vraiment tout ça est complètement réel? Et puis, on voit les personnes qui, ben voilà, ont cette chance de pouvoir comprendre des choses qui sont quand même d'une profondeur hallucinante et qui, dans leur rapport à la réalité, eh ben, s'arrêtent dans un moment de contemplation en train de se demander, mais en fait, comment je vais faire avec ça? C'est-à-dire, comment je m'accorde à ça? Ça me semble tellement réel, mais comment je m'accorde à ça? Alors bon. Tout ça, on doit le ramener à la... bon, on fait ce qu'on veut avec ça d'ailleurs. Mais on peut décider ensuite de le ramener à la pratique méditative. C'est-à-dire que la pratique méditative devient une forme de laboratoire, non pas de un laboratoire quantique, bien qu'on pourrait après se dire finalement. Mais bon, bref. Ça devient une forme de laboratoire, un laboratoire où on se donne l'espace, justement. On revient à l'espace et le temps. On se donne l'espace et le temps pour se réajuster. Tout simplement. Alors, le tout simplement est évidemment plus ou moins simple, mais n'empêche que c'est une forme d'espace où on se réajuste. Pourquoi on se réajuste? Parce que on voit que dans tous les grands textes classiques, quand on vient parler de la nature de l'esprit, en gros, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est ne change rien. Matche pas en tibétain. C'est-à-dire, matche pas, c'est ne fabrique pas, ne construit pas, rien. Reste avec ce qui est. En gros, c'est à peu près, voilà. Alors évidemment, après, il y a de la littérature, il y a des livres et des livres. Ils sont extraordinaires. Ils ont réussi à écrire une foule de choses sur ce dont on ne peut pas écrire. C'est-à-dire cette nature ultime, ben voilà, c'est un peu, c'est comme tous les théoriciens, justement, des quantas. Je suppose qu'ils écrivent énormément pour réussir à dire que finalement, on sait assez peu de choses. Mais on a besoin de faire ça. Et pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'on a besoin de se mettre en rapport avec la réalité ultime. Et donc, bah là voilà, très modestement, nous, voilà, en méditant, on fait quoi? En méditant, on essaie de se mettre en rapport avec cette réalité même des phénomènes. Et se mettre en rapport, ben oui, c'est forcément envisager que la première des choses à faire, c'est certainement de concevoir qu'on peut apprendre des choses de ce contact. Et puis que, bon, on ne sait pas forcément très bien par où ça passe, mais on sait que ça va passer par cette disponibilité.
Et là, à l'égard de l'espace et à l'égard du temps, bah, c'est le point clé, quoi. C'est la disponibilité. Fondamentalement, on se rend disponible. Je pense que c'est à peu près la seule chose qu'on fasse. Mais si on creuse profondément cette idée de disponibilité, bah, elle est hallucinante. Ça veut dire, est-ce que je suis disponible à l'événement? Disponible, ça veut dire que j'ai du temps. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une acceptation profonde, et en fait extrêmement profonde. Et ben, méditer, d'une certaine façon, c'est l'art de la disponibilité, de ce point de vue-là. J'ai le thé qui refroidit. Ça, c'était un tunnel, vous voyez? Un tunnel matinal, mais un tunnel. Donc là, j'arrête parce qu'il faut que vous digériez quand même. Et puis moi aussi, d'ailleurs. Mais franchement, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec la disponibilité. J'aurais pu le dire tout de suite, hein, comme ça aurait été évité 20 minutes de gamberge, mais disons, des fois, on prend des chemins étranges pour arriver à ce qu'on a envie de dire. Mais c'est une gageure extraordinaire d'être disponible. Observons le nombre de fois dans la vie où justement on n'est pas disponible. Est-ce qu'on est disponible? En général, on est disponible pour les choses qu'on attend, mais pas pour les choses qu'on n'attend pas. Je ne dis plus rien. Mhm. Giovanna. Oui, moi j'ai remarqué que je fais toujours pendant une semaine en février 4 heures de méditation par jour et je vois bien que mon comportement il change par rapport justement à être disponible. Ouais, la disponibilité et l'acceptation de... Je suis plus en réaction. C'est comme s'il y avait l'observateur qui est beaucoup plus présent et oui, je me laisse moins emporter par les événements. Mhm. J'ai un temps de réaction beaucoup plus grand. Mhm. Mais bon, ça implique 4 heures de méditation par jour. Comment arriver à ça avec moins de... Avec moi. Alors là, je pense que Giovanna, si Carlo Rovelli t'écoutait, il dirait, ben écoutez, pour devenir un physicien qui comprend quelque chose à la théorie des quantas, vous alliez passer votre vie. Eh bien, un grand méditant, il risque de te fournir exactement la même réponse. Ça, je crois que... Alors maintenant, je comprends, c'est pas du tout, c'était pas pour... Quoi, c'est absolument pas ridicule ce que tu dis, hein. C'était juste un trait d'humour, hein. Mais c'est juste pour dire que, ben, non, c'est d'autant moins ridicule qu'effectivement, après, ces 4 heures sont jamais perdues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se développe et qui va faire que quelque chose peut se produire dans cette disponibilité. Tu le sens d'ailleurs. Et donc, ça, c'est pas perdu. Pourquoi c'est pas perdu? Parce que heureusement, alors là, on est bien construit. On a ce qu'on appelle des processus de mémoire. Euh, D'un point de vue bouddhiste, on parlera de processus d'habituation. Bon, c'est à peu près pareil, mais disons, on évoque la notion de comportement. On pourrait retrouver des théories tout à fait analogues hein, dans la biologie évolutive, où je veux dire, il y a plein de théories des choses d'ailleurs extrêmement intéressantes, ou alors, à la limite le behaviorisme, hein, le comportementalisme, etc. Bon, bref, mais qui font que euh, les efforts qu'on consent, c'est-à-dire les 4 heures, ben, finissent par se traduire par une tendance, et la tendance, elle est immédiate. Donc c'est un peu la réponse, c'est-à-dire que euh, après, oui, évidemment, on n'a pas besoin des 4 heures. Mais est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin des 4 heures
tout le temps, tant que, on en a besoin, on pourrait dire. Et c'est là où, alors, je sais pas comment, après, je sais pas comment on doit prendre ça finalement. Et là, c'est une autre question. C'est juste admettre qu'il va falloir certainement du temps pour que les lignes bougent. Ça, c'est fort possible. Maintenant, quel est notre rapport à ça, si tu veux? Ça, c'est intéressant. Euh, quoi, tout est intéressant, mais dans le sens, euh, je me dois. Ouais, peut-être qu'il est aussi important de me rendre disponible à ça, c'est-à-dire disponible au fait que ça passe par là. Je sais pas. Et puis peut-être je vais me retrouver de manière assez étonnante en train, bah, moi, par exemple, par rapport à ça, je peux des fois me retrouver confronté à mon envie un peu. Ça, c'est des choses que je sens en moi, des choses un peu magiques. J'aimerais bien que ça se passe plus vite, d'une certaine façon, ou que ça se passe sans que je fasse trop. Mais ça se passe pas, ça se passe pas. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, cette disponibilité, mais oui, ça, ça vient me chercher là aussi. C'est possible. En tout cas, le bon point. Après, je sais pas. Mais le bon point de ce que tu racontes, c'est l'expérience. C'est-à-dire que tout à coup, tu vis une expérience qui, elle, est tangible. C'est-à-dire, il y a un impact. Il y a un impact où tu te vois fonctionner d'une autre manière. Et certainement avec beaucoup plus de disponibilité. Et ça, cette plus grande disponibilité, faut jamais oublier qu'une plus grande disponibilité, c'est beaucoup moins de souffrance, hein. Quand je suis pas disponible à l'égard d'un événement, alors là, ça frotte, hein, contre le réel. Là, ça gratte. Là, ça marche pas. C'est-à-dire que il y a une irritation au sens, quand je dis gratter, c'est au sens, quand on dit je suis irrité, c'est quand même extrêmement intéressant. Ça veut dire irrité, c'est que on a trop gratté. Et qu'est-ce qu'a gratté? C'est la rugosité de la vie. Je me suis gratté à la rugosité de la vie. C'est-à-dire, je me suis frotté. Tous ces termes, on les utilise, d'ailleurs, au sens, non pas au sens propre, quoi, on les utilise aussi au sens propre, mais beaucoup au sens figuré. Être irrité, attends, mais c'est quoi la substance qui t'a donné une allergie? La vie, forcément. Donc, cette disponibilité, c'est moins d'irritation. Donc, moins de zones de frottement, forcément. C'est pour ça que dans certaines techniques, telles que l'entraînement de l'esprit, chaque fois qu'on est irrité, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça vient nous renseigner sur une zone de frottement, automatiquement. Et là, c'est un peu ce que je vous disais avant, c'est la bonne nouvelle de l'explorateur ou de l'exploratrice. Pourquoi? Parce que elle, sait que là, dans la zone d'irritation, ou quand il y a irritation, il y a eu contact avec, et contact douloureux, en l'occurrence, vu que je suis irrité, mais contact avec quelque chose. À quoi ai-je été mis en contact qui puisse m'irriter? Et donc, cette disponibilité, attention, c'est pas que moins d'irritation, c'est plus de disponibilité à l'irritation aussi. Mais Oui, est-ce que alors c'est l'ego en nous qui réagit? oui, mais l'ego en nous, quand on dit l'ego, on a dit trop peu de choses. C'est-à-dire que c'est vrai, forcément. Mais après, alors on se doit. Est-ce que on se doit? Je ne sais pas. On peut avoir intérêt à pouvoir être très spécifique. Et ça, c'est bien si on est spécifique. Parce que l'ego, c'est trop général. Même si c'est vrai. C'est-à-dire, c'est bien à un moment donné de pouvoir se dire, OK, oui, oui, l'ego, mais l'ego où? Qui sait? Enfin, l'irritation, elle vient du fait que enfin, on voit la défaite en permanence. Oui, mais complètement. Mais évidemment, mais on n'est pas assez spécifique dans ce cas.
Parce que si, admettons, imagine, sinon, c'est juste ce que tu dis, hein, on est irrité parce que, en gros, voilà. Simplement, le problème, c'est que dans ce cas-là, l'irritation, elle est pas du tout utilisée comme terrain d'exploration. On est juste irrité. Elle est trop globale. Si tu veux, on finit par, on pourrait dire comme les jeunes disent aujourd'hui, à peu près à chaque phrase, j'hallucine avec l'enfant de la maison, qui est assez grand, 21 ans, mais c'est très compliqué pour lui de dire, je- de ne pas dire j'étais en mode, ils sont tous en mode de quelque chose. Donc on est en mode irritation. D'accord? Donc si on est... Alors c'est complètement... Ça m'irrite assez d'ailleurs le fait d'entendre systématiquement qu'on parle en mode... Non mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, ça dit bien qu'on est en mode de quelque chose. On est en mode irritation. Et si on est en mode irritation, on n'est pas suffisamment spécifique. C'est juste ce que tu dis, mais dans ce cas-là, c'est trop global. Non, mais Et- bah, si je détaille, j'entends que Giovanna, elle passe 4 heures à méditer. Je Mhm. me dis déjà, ouh, waouh, génial, enfin, magnifique, je sais pas comment, Oui, voilà. bien sûr, évidemment. Ouais. Automatiquement, l'irritation, enfin voilà, provient du fait que je me dis, ah, mais moi, je passe 4 heures devant mon ordinateur à faire un truc où j'y arrive pas. Et alors là, enfin, donc là, c'est spécifique. Je me dis, mais pourquoi je Ouais. passe pas les 4 heures plutôt à méditer plutôt que, enfin, et Ouais. puis, voilà, ça tourne comme ça. Ouais, bien sûr. Non, mais tu as complètement raison. Euh, alors, spécifique, est-ce que c'est juste l'événement? Oui, c'est vrai que c'est peut-être un point de départ, mais après, ça, forcément, ça va nous demander d'être encore beaucoup plus spécifique intérieurement, c'est-à-dire venir quand même sonder les espoirs, sonder les craintes. Là, on va devoir rentrer plus profondément. Euh, Quelle est ma part intérieurement? euh, ou quel pourrait être l'antidote? C'est très intéressant ce que tu dis, Cécile, par rapport à Giovanna qui vient de dire 4 heures. Parce qu'en fait, Giovanna, elle nous énerve là. Elle a du luxe. Elle a un luxe dingue. Le luxe, c'est le temps. Hein, elle a du temps. Elle prend du temps. Donc voilà. Donc Giovanna, elle est insupportable. Pourquoi elle est insupportable? Parce qu'elle nous rappelle qu'elle, elle a quelque chose qu'on n'a pas. Alors pourquoi je force le trait comme ça? C'est pour en arriver à l'antidote. Dans la tradition bouddhiste, une des choses qu'on va apprendre assez rapidement, et ça fait partie de ce qu'on appelle la prière à 7 branches. Une des branches, des 7, c'est la réjouissance. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre irritation, elle vient de mon manque de capacité à me réjouir. Et donc, si je sens que Giovanna, quand elle me raconte ça, je me dis, merde, et pas moi, eh bien, à ce moment-là, l'antidote, c'est de me réjouir. Alors, évidemment, ça peut sembler un peu bébête, hein, réjouis-toi, oui. Non, non, c'est pas bébête du tout. Ça suppose intérieurement une transformation radicale. C'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment une pratique. C'est vraiment une pratique qui va nous permettre d'enlever énormément d'irritation par exemple, dans un cas comme ça, tu m'excuses, hein, Giovanna, évidemment, ça ne nous irrite pas du tout, on est plutôt content que tu puisses avoir ce temps-là, mais ça peut servir de ça, pour dire, ben, justement, il y a des tas de fois où l'irritation vient du manque de réjouissance. On n'est pas capable de se réjouir. Pas capable de se réjouir, encore une fois, dans une pratique profonde, elle suppose qu'il n'y a pas beaucoup de place, par contre, pour la naïveté. Le but, c'est pas de... Quand je dis se réjouir, ça ne veut pas dire que c'est bébête. C'est jamais naïf. C'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que ça va nous faire travailler profondément, justement, sur ce qu'on n'a pas envie de lâcher. Ça va nous faire prendre conscience aussi des freins à la réjouissance. Les freins à la réjouissance, ils sont énormes, en fait. Et dès lors qu'on regarde en nous-mêmes, on va découvrir des choses assez étonnantes à ce propos-là. Parce que il peut y avoir une foule de choses qui vont intervenir comme empêchement à la réjouissance. Ça peut être autant l'idée que j'ai projetée sur moi-même, que j'espère être. Ça peut être euh, le fait que la situation, elle me ramène à ma peur de l'échec, à
au fait de ne pas être assez aimé, etc. Au fait d'être rejeté du groupe, de ne pas avoir de place, à des mémoires anciennes où j'ai pas réussi à faire ce qu'on attendait de moi, etc. Il peut y avoir à mon esprit de vengeance, à mon besoin de vengeance, de réparation, etc. Je veux dire, c'est une foule de choses dès lors qu'on rentre profondément dedans. Par contre, ce qui est clair, c'est que la réjouissance, elle est en rapport à la disponibilité. Pourquoi? Parce que cette disponibilité, elle, et justement, ça n'a rien de naïf. C'est-à-dire, elle me rend disponible à l'événement. Quand je suis disponible à l'événement, je peux m'en réjouir. Il est pas dit que rater un train soit forcément une mauvaise nouvelle, pour le dire de manière simple. Des fois, ça sauve des vies en plus. On est tous friands de ce genre d'histoire. On dit, bon Dieu, il a raté l'avion, ça l'a sauvé. Hein, on les connaît, ces histoires-là. Alors évidemment, c'est pas un truc qui marche tout le temps. Hein. Des fois, rater l'avion, c'est ennuyeux aussi. Et puis les autres sont arrivés à bon port. Donc bon, bref, il n'y a pas besoin d'être justement naïf. Il n'y a pas de naïveté là-dedans. L'idée, c'est que la disponibilité nous permet de nous réjouir. Elle nous permet de nous réjouir du temps offert. Et là, par exemple, pour Giovanna, ben, on peut vraiment se réjouir. C'est-à-dire, on peut se réjouir, mais dans le sens où, tout à coup, en termes bouddhistes, on dirait, se réjouir de la vertu des autres, c'est obtenir autant de vertus. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout, on n'est pas dans un rapport naïf. On est conscient que ma capacité de réjouissance, intérieurement, elle me permet de produire une attitude vertueuse. Quand on dit vertueuse, c'est pas moralement bien. Vertueux en termes bouddhistes, ça veut dire fondamentalement bénéfique. C'est le terme en sanskrit kushala, akushala. Akushala, c'est pas bénéfique. Kushala, ça veut dire bénéfique. Ça veut dire que la vertu est ce qui fait du bien, ce qui apporte le bonheur. Donc la vertu, c'est pas être moralement bon ou juste. Ça peut largement inclure le fait d'être bon, bien et juste, tout ça, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup plus qu'une injonction morale. C'est quelque chose qui est bénéfique. C'est-à-dire si je me réjouis, ça enlève, c'est bénéfique immédiatement et c'est bénéfique ultérieurement. C'est bénéfique immédiatement parce que intérieurement, ce que je développe, je pense même le mesurer du point de vue hormonal, ce que je sécrète comme substance intérieurement, ou l'état dans lequel je me retrouve est un état apaisé. Mais on voit très très bien qu'il y a un corollaire là qui s'établit entre la disponibilité et la réjouissance. Parce que c'est difficile de me réjouir si je suis pas disponible à l'événement. Mais alors, encore une fois, disponible dans le sens de être invité à explorer l'interaction. Ça veut, et puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de naïveté, c'est-à-dire on va pas l'autre jour pour Florence et qui arrive avec cet événement dur, effectivement. Là où il n'y a pas de naïveté, c'est que ce serait trop simple de dire, bah réjouis-toi, quoi. C'est compliqué en fonction d'un certain nombre de types d'événements. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de naïveté. Quand on dit se réjouir, c'est pas forcément, même à un certain point, c'est pas forcément heureux. C'est juste une disposition d'esprit. Est-ce que se réjouir, ça serait aussi, comme tu dis, être disponible et être d'accord avec ce qui, une forme de d'accord, comme tu dis, il faut s'accorder, c'est comme ça Mhm. qu'on entend Ouais, réjouir. Enfin, oui, si, je pense bien. Ouais, ouais, je pense aussi. Tout à fait. Le fait, c'est pour ça que être d'accord et s'accorder, bon, c'est à peu près le même verbe, mais c'est quand même utilisé de manière un peu différente. Et cette différence, elle est intéressante parce que quand je m'accorde, je finis par être d'accord, on est d'accord, mais ça passe par m'accorder. Et le fait de m'accorder, euh, ben c'est comme, c'est au sens propre, c'est-à-dire je regarde comment
je peux raisonner avec, d'ailleurs c'est génial ces termes, parce que accorder c'est évidemment musical, et puis raisonner c'est aussi musical. Donc, et puis raisonner c'est aussi raisonner, c'est aussi le fait de la raison, même si les emplois de ces mots sont différents, on est bien d'accord. Mais en fait, si je m'accorde aux choses, ben, je vais pouvoir raisonner juste, et dans le raisonner juste, au sens non pas propre, mais au sens figuré, c'est aussi penser juste. C'est quand même intéressant si on fait un très rapide saut dans la pensée grecque, mais alors d'une manière très caricaturale, on est d'accord, mais en disant bah, bien penser, ou penser juste, ou bien penser, c'est bien vivre. Il y a vraiment ce rapport qui était évidemment établi. Donc ça veut dire, si je raisonne avec l'événement au sens propre et au sens figuré, ben, ça veut dire que je pense juste aussi. Et il y a beaucoup, il y a énormément de souffrances qui viennent d'une pensée, d'une mauvaise pensée, c'est-à-dire du penser mal, on pourrait dire, c'est-à-dire mal penser, ne pas réussir à correctement penser la réalité. Ben, par exemple, chaque fois qu'on est persuadé que quelqu'un nous en veut, qui est malheureux dans l'histoire? Celui qui pense qu'on nous en veut. Est-ce que c'est l'autre? C'est absolument pas dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on vit mal. Donc, est-ce qu'on a raison de penser qu'on nous en veut? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne nous en veut pas, mais le fait de nous en vouloir et le fait de penser qu'on nous en veut, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on pense que c'est la même chose, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun terrain qui nous appartient. Ok, je vais le redire autrement. Imaginez si quelqu'un m'en veut. Ok. Mais ce quelqu'un qui m'en veut ne me dit pas que moi je me doive penser comme quelqu'un m'en veut. On pourrait dire, c'est un fait, peut-être, quelqu'un m'en veut. Mais moi je peux ne pas me laisser choper par ça en disant, donc quelqu'un m'en veut. Dans le sens où, ah, dans le sens où, ça m'appartient. Ce que l'autre pense, ça lui appartient. Comment moi je pense, ça m'appartient. Donc, que l'autre pense une certaine chose ne dit pas que moi je doive forcément penser de telle ou telle manière. Je peux très bien avoir de la compassion pour celui qui m'en veut. Je peux très bien avoir un amour infini pour celui qui m'en veut. C'est un exemple simple, hein, mais juste pour dire qu'il n'y a pas, ouais, il y a pas de corrélation directe ou de causalité simple entre le fait de quelqu'un m'en veut, donc moi je pense qu'on m'en veut. Non. Ça signifie qu'il y a quand même toujours une forme de liberté qui me revient à moi. Et, et ça me ramène justement à cette disponibilité. La disponibilité, c'est comment j'interagis avec ce qui m'arrive. J'ai jamais, il n'y a pas l'idée, alors, même si elle peut apparaître théorique, mais il n'y a pas l'idée que je me doive de réagir d'une manière précise. Justement, dans la disponibilité, il peut y avoir la possibilité, ben, voilà, d'envisager des manières de réagir qui sont pas du tout, je sais pas, celles que peut-être j'attends moi-même de moi ou qu'on attend de moi. En général, d'ailleurs, quand je prends l'exemple de quelqu'un qui m'en veut, bah, la réaction standard, c'est qu'on en veut à quelqu'un qui m'en veut, quoi, en gros. Quoi, je veux dire, d'une certaine manière, il y a une forme de réponse attendue de ça. C'est-à-dire, il m'aime pas, bah, je l'aime pas. En gros. Mais on verra forcément que dans toutes les traditions contemplatives, on va essayer de... C'est pas qu'on essaye théoriquement d'agir autrement,
C'est-à-dire qu'on prend en compte la force et l'impact donc qu'a sur nous-mêmes la manière dont on interagit. Et cet impact, cette force est gigantesque. Et ça nous ramène à la liberté, hein, et à la question de départ. C'est-à-dire que la disponibilité, c'est-à-dire le fait de s'accorder à l'espace et de s'accorder au temps, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus de liberté. Parce que ça nous ramène à la liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est l'événement qui décide comment moi je réagis, ben, on fait comme on veut. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce cas-là, c'est les événements qui décident et c'est pas moi. Donc, du point de vue de la liberté, j'en ai beaucoup moins. Forcément. Du genre, il suffirait que quelqu'un m'en veut pour que moi je me retrouve dans une situation de celui ou celle qui pense qu'on lui en veut. C'est-à-dire que j'ai plus de marge de manœuvre. Le monde, par exemple, on pourrait dire, le monde est horrible. Voilà. Ou le monde est injuste. Mais admettons, ben, moi je suis le premier des fois à le penser, hein, c'est pas la question. Mais c'est simplement, est-ce que je prends la mesure de ce que ça me fait être et de ce que ça me fait éprouver que de penser ça? Ben, en fait, ça peut très bien être totalement enfermant. Et enfermant dans le sens où je me rends pas compte que je me rends pas compte que je vis dans ce cas-là en vase fermé, en vase clos. Je suis uniquement dans un état, on pourrait dire, un état presque non questionnable. Mais pas du tout. En termes de liberté, il y a aucune raison que même si le monde est une horrible chose absolument injuste, ce qui peut être éventuellement, mais il est jamais que ça. Je veux dire, moi, j'ai la possibilité j'ai des résiliences, j'ai des possibilités d'interagir d'une manière incroyablement diverse, et j'ai pas besoin, moi, de me retrouver dans un sentiment de vulnérabilité complet. Mais c'est toute la question, en fait, en gros. Alors, euh, bon, voilà, on passe d'un terrain à l'autre, mais en même temps, en trouvant des liens chaque fois. Mais c'est le fameux, ça nous amène, dans le fond, à la victime. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, soit je suis victime du monde, du genre, pour ne pas être victime, il faut que je le maîtrise, ça c'est le début de notre conversation. Ou alors ça veut dire que j'accepte une espèce de statut de victime, c'est une forme de fatalisme, tu vois. Mais en fait, là où ça vient questionner ça, c'est qu'il est absolument pas dit que je me dois d'être une victime. Pas du tout. C'est même certain que j'ai d'autres formes de réponse. Face à ce que je ne comprends pas, ou face à ce qui m'éprouve beaucoup, bah, par exemple, l'autre jour, c'est intéressant, je reviens sur les caractéristiques de l'événement, hein. Ben, c'est extrêmement intéressant, j'entends. Je peux, à partir de là, y trouver une matière très riche pour explorer le sens de la vie, l'impermanence, qu'est-ce que moi je fais là, ici, dans ce monde, quelles sont les réponses que je donne. Donc, quand j'entends, je peux réouvrir. Victime, c'est fermé. Attention, il peut y avoir des situations extraordinairement douloureuses qui font qu'à un moment donné, je suis victime, je ne peux pas réouvrir. Mais c'est juste une manière de se dire que à partir d'un état, c'est pas un statut définitif, mais à partir d'un état de victime temporaire, il est possible de réouvrir. C'est-à-dire de faire que justement, le rapport au monde, il soit pas dicté par ce qu'est supposément le monde. Non. J'aimerais réagir évidemment parce que ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup eu de gratitude pour ce moment qu'on a eu ensemble. Euh, Ça m'a ouvert aussi d'autres perspectives. Moi, j'avais l'impression d'être un peu comprimée depuis le début de l'année parce qu'il y a eu d'autres événements un peu malheureux aussi. Et j'avais plus d'espace, effectivement. J'avais cette impression d'être complètement, effectivement, comme ça, comme je suis maintenant là. Mhm. Et ça m'a donné, ah oui, c'est vrai, on peut le vivre autrement.
effectivement avec cette disponibilité, mais aussi une disponibilité qu'on se donne finalement. C'est ça que je comprends aussi aujourd'hui. Donc, j'aimais bien la question du début avec le temps, parce qu'il n'y a pas le temps, on ne peut pas se rendre disponible. En tout cas, je ne le vois pas toujours ensemble. Mais Tout à voilà, merci fait. infiniment. Non, mais Merci infiniment parce que ça m'a donné l'opportunité de faire un pas un peu en avant parce que c'est compliqué, quoi. Ouais. ouais, mais c'est super. Mais tant mieux. Non, mais merci à toi aussi, de toute façon. Et c'est là où c'est intéressant parce que et la pratique, elle se joue jamais hors de la vie. Et ça, c'est un rappel magnifique parce que on médite sur le coussin complètement, comme le disait Giovanna avant, mais après, il y a la traduction dans l'existence. Et cette traduction dans l'existence, ben, c'est aussi ce que tu mentionnais, Florence. C'est-à-dire, ben voilà, de toute façon, la vie s'invite chez nous, hein, tout le temps. C'est pas... Et puis, elle s'invite, hein. Elle demande pas la permission, hein, elle arrive, hein. Donc, j'arrive. Voilà. Donc, on a juste intérêt d'être disponible. Parce que va falloir ouvrir la porte, hein. Ça cogne fort, hein. On peut pas dire non. Oui, on peut croire qu'on peut dire non. Mais c'est une grande question, hein. Est-ce qu'on peut vraiment dire non? Moi, je suis pas persuadé qu'on puisse dire non. Face justement aux questions existentielles, pourrait-on dire. Il y a des tas de choses où on croit qu'on peut dire non. Mais ça nous fait croire après qu'on peut dire non tout le temps. Mais en fait, je pense que c'est une illusion assez funeste, parce qu'on ne peut pas réellement dire non. Et la vie rentre par effraction chez nous, hein. Mais est-ce que la vie est mauvaise? Pas du tout, évidemment pas. C'est pour ça que ça vient nous faire, dès lors qu'on dit ça, ça vient faire repenser à toutes nos représentations. C'est-à-dire, parce que rentrer par effraction, c'est vrai, mais rentrer par effraction, ça veut dire qu'il y a eu une porte que j'ai mis quelque part, et c'est moi qui ai la clé, etc. Et donc, ça veut dire que comment j'ai construit mon univers pour justement sentir que la vie fait irruption. Et comment je peux essayer de vivre, alors oui avec des portes, oui avec des sécurités, mais des sécurités un peu différentes, pour réouvrir justement. Réouvrir sans perdre. Parce que le grand problème dans cette histoire-là, c'est que quand on réouvre, on peut avoir l'impression qu'on va perdre. C'est pour ça que c'est d'une profondeur insondable ce qu'on touche là, en fait. C'est vraiment profond. Parce qu'évidemment, c'est pas, c'est la perte joyeuse, c'est pas la défaite, hein. Mais la perte joyeuse, c'est pas non plus qu'on doive se forcer, quoi. Il y a pas, il y a pas cette idée-là. Au contraire, ça nous, ouais, et peut-être que là, en termes de conclusion, c'est juste revenir à la disponibilité. Et puis, prendre le temps, ouais, prendre le temps pour le temps, prendre le temps pour les événements, prendre le temps pour aussi être travaillé par eux, parce qu'on est travaillé par ça. Là, par exemple, Florence a été travaillée par ça. Mais dès lors qu'on le voit comme ah tiens, c'est ton, je suis travaillé par ça. Tiens, regardons ce qui se passe du fait de ce travail. Ça change complètement parce que dans ce cas-là, l'événement, il n'est pas. Tu vois, c'est intéressant quand on dit bienvenue, il n'est pas bienvenu. Tu vois, comment on accueille? C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite la bienvenue à ce qui arrive? Parce que bienvenue, c'est quand même extraordinaire. Le contraire de bienvenue, c'est malvenu. Mais est-ce que la vie peut réellement, est-ce qu'on peut réellement penser qu'elle puisse être malvenue? En fait, elle arrive exactement comme elle est, tout le temps. Et ça nous ramène justement à cette posture bouddhiste fondamentale qui consiste à se dire, bah, tiens, comment, comment être voilà, pour interagir de manière à ce que ça soit pas la catastrophe tout le temps. Voilà les amis, puis c'est 8h03, donc on va arrêter là. Mais ça nous a fait faire un joli parcours. Merci beaucoup pour vos échanges. Merci. Moi, j'ai comme toujours beaucoup parlé, mais c'est votre faute, hein, vous dites pas grand-chose, donc, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vais arrêter Pareillement. l'enregistrement Merci là. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Portez-vous bien Bonne et à bientôt. journée. Bonne Bye bye. journée. Bye Bonne bye. journée. Bye bye. Bye bye.